notre prochain intervenant que je présente à l'instant. Il s'appelle Nicolas Moreau. Il est sociologue spécialiste de l'analyse des liens entre le champ de la santé mentale et la société et il est professeur à l'École de services social de l'Université d'Ottawa. Il nous présente la conférence « Ces troubles mentaux qui nous ressemblent ». Monsieur Moreau. Vous choisissez. Moi, je disais à Eric que c'était pas forcément facile de passer après lui. Je devais aussi relire mes notes et j'étais pris à t'écouter. Alors si je bafouille, c'est à cause de lui. Donc c'est ça. Je sais pas si je suis spécialiste des liens entre société et troubles mentaux, mais en tout cas, je vais essayer aujourd'hui de faire des liens entre un peu ce qu'Eric a dit entre autres et un certain nombre de troubles mentaux. J'ai intitulé la conférence, et ça c'est troubles mentaux qui nous ressemblent. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas changé depuis, parce que d'habitude on change toujours le contenu, mais finalement je vais rester sur ce contenu-là. La première chose que je veux d'abord vous dire, c'est que les troubles mentaux en fait ont toujours existé, quelles que soient les sociétés. On a toujours eu des traces de troubles mentaux qui ont pris différents noms, qui ont pris différentes formes, dont les traitements ont toujours dont les traitements ont été différents, mais ils ont toujours existé. Leur forme, leur prise en charge dépend en fait des référents culturels, des référents politiques, des référents philosophiques, etc. Mais il y a toujours eu des troubles mentaux, quelle que soit la société. Donc l'idée simple de dire c'est à cause de la société ou la société crée des troubles mentaux, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Les troubles mentaux vont changer de forme. L'hystérie a existé. Aujourd'hui, plus personne n'est hystérique. Si votre psychiatre vous dit que vous êtes hystérique, changez de psychiatre. Ça n'existe pas. D'autres troubles ont explosé. On parle par exemple d'épidémie de la dépression. L'anxiété est aussi un trouble qui marche très bien, entre guillemets. Je vais expliquer ce que ça veut dire marcher. Le TDAH aussi. Donc il y a des troubles comme ça qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, d'autres aussi qui ont une conception différente. La frigidité, par exemple, était valorisée à l'époque victorienne. Aujourd'hui, c'est pas trop valorisé. Les traitements aussi les traitements ont changé. Aujourd'hui, pour un certain nombre de troubles, on va vous donner de la médication ou des psychothérapies type TCC, etc. Avant, juste un ou deux exemples, mais les patients qui se plaignaient en fait d'avoir des problèmes de santé mentale importants, problèmes de concentration qu'on pourrait un peu assimiler à la dépression, mais pas vraiment, disaient j'arrive pas à me concentrer, j'ai la tête trop légère pour arriver à me concentrer. Alors ce que le médecin préconisait à l'époque, c'était à l'époque d'Hippocrate, d'avoir un casque sur la tête de 20 livres toute la journée. Et il disait mais oui, j'ai l'impression vraiment d'avoir du poids dans ma tête. Et le soir, je suis vraiment soulagé d'enlever ce casque-là. Et ça a été un traitement. Et j'invente rien. C'est dans l'histoire j'ai pris ça dans l'histoire du mal de vivre de Minois, qui est un très bon livre. Et c'est ça. Alors il y a eu des traitements un peu inusités. Et puis donc voilà. Ce que je veux vous dire comme introduction, c'est que les troubles mentaux ont toujours existé. Mais elles sont influencées directement par le social, donc par les normes, par les références culturelles, etc. Mais toujours, quel que soit le type de société, on va avoir des gens avec ce qu'on va appeler les troubles de santé mentale. On a appelé ça la folie auparavant. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est peut-être faire un double lien. Je vais essayer de faire deux liens entre troubles mentaux et société. En fait, je vais prendre deux exemples sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est la dépression. J'avais fait, je vieillis hélas, mais il y a une dizaine d'années, on va dire une dizaine d'années, ma thèse sur la dépression. J'ai continué à travailler là-dessus, en particulier avec les francophones minoritaires, puisque vous avez vu que j'ai dû m'exiler à Ottawa à cause de la récession économique. Et on est moins touché qu'au Québec. Ouais. Jamais eu de grève à l'Université d'Ottawa, jamais dans leur histoire. Il n'y a pas non plus de culture de la grève en Ontario.
C'est ça. Et l'autre, qui est aussi un de mes champs de recherche, concerne les addictions comportementales, donc ce qu'on appelle les addictions sans drogue, puis j'essaierai de faire des liens un peu entre société et troubles mentaux par rapport à ça. En fait, la première chose, pour faire ce lien-là, c'est justement de parler un peu de la société. Je vais prendre un autre angle, un peu qu'a pris Eric. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eric, mais je vais réfléchir en termes de normes sociales. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu, pour moi et pour un certain nombre de sociologues, un bouleversement important au cours des années 80, où il y a un changement un peu paradigmatique, un changement dans les référents culturels, dans les normes culturelles, dans ce qu'on exige en fait d'un individu. Autrement dit, dans les années 70, 80, ce qu'on exigeait d'un individu, c'était quoi? C'était d'être discipliné, d'être obéissant, d'être ponctuel, d'être, en gros, tout un vocabulaire qui va tourner autour de la soumission. Le bon ouvrier était celui qui respectait la hiérarchie, qui arrivait à l'heure, qui ne buvait pas, etc., etc. Donc quelqu'un qui était tout à fait dans la discipline. C'est très bien illustré, par exemple, avec Surveiller et punir de Michel Foucault, qui d'ailleurs, de façon intéressante, arrive en 1975, au moment où, pratiquement 5-10 ans après, il y a un changement. Et le changement normatif, donc autrement dit, ce qu'on exige aujourd'hui d'un individu pour être fonctionnel, pour être performant, pour être un bon individu, c'est quoi? C'est plus d'être discipliné, on s'en fiche un peu. C'est quoi? C'est d'être autonome, qui est une valeur sacro-sainte aujourd'hui. C'est faire des initiatives personnelles. La responsabilité aussi individuelle. Eric en a parlé, on est passé d'une responsabilisation collective à une responsabilisation individuelle. L'autonomie, c'est très très important aujourd'hui. C'est peut-être la valeur la plus importante qui est érigée. D'ailleurs, c'est à un tel point qu'on pense uniquement souvent en termes d'autonomie, puis sans réfléchir, comme si c'était naturel. C'est devenu le système de classification, par exemple, de nos aînés. Alors on les classe autonomes, semi-autonomes, dépendants. On peut très bien imaginer un système où on ne les classerait pas par rapport à l'autonomie. Mais cette valeur-là est tellement importante pour nous qu'on les classe comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Comment je veux dire ça? Qu'il n'y a pas de valeur pratique à ça, mis à part qu'on pourrait imaginer un système où on ne le classe pas comme ça. Moi, mes étudiants... Quand j'embauche des étudiants, je leur demande, je m'en fiche qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils rendent mes copies et qu'ils rendent leurs copies à temps, etc. Bon, en fait, j'attends qu'ils le fassent. Mais ce qui va différencier un bon étudiant d'un mauvais étudiant, c'est sa capacité justement d'être autonome. Et quand je réfère des gens pour le travail et que les milieux communautaires ou les hôpitaux m'appellent, puis les caractéristiques, sans mentir, les caractéristiques des étudiants, je sais que la première réponse, c'est « Oh, vous savez, je la connais pas très bien, mais qu'est-ce qu'elle est autonome ?» Et ça, c'est vraiment ce que tout le monde veut entendre. C'est une valeur qui est waouh. Même dans un couple, hein, oh là là. Personne veut d'un chum dépendant ou d'une blonde dépendante. C'est une valeur qui est absolument et regardez, et c'est pas vrai qu'il y a 60-70 ans, c'était ces valeurs-là. Donc ça a vraiment pris un essor qui est tout à fait incroyable. Et dans le milieu du travail aussi, on le voit beaucoup. Au niveau de l'initiative aussi, prendre des initiatives, l'action, la créativité aussi, qui est devenue une norme très importante. Moi, j'avais travaillé aussi beaucoup sur le projet. Aujourd'hui, je veux dire, on l'a vu, je veux dire, Eric le sait, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses en management qui se font autour de la culture du projet, mais on le voit aussi, le projet aujourd'hui est un mot, est un concept, est une norme extrêmement valorisée, qui est devenue pratiquement d'ailleurs incritiquable. Alors, on fait des projets de vie, des projets familiales, des projets de vacances, mais c'est très difficile à critiquer le projet.
Puis d'ailleurs, c'est tellement critiquable, c'est tellement difficilement critiquable que même nous, si encore une fois, je vais prendre l'exemple de votre chum ou de votre blonde, mais quelqu'un qui dit, bah, vous commencez à creuser, puis quelqu'un qui dit, oh, moi, j'ai aucun projet dans la vie, ça va être comme, ah, si vous êtes dépendant et vous avez pas de projet, vous êtes vraiment, et ça là, ça veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que ces normes-là sont tellement ancrées qu'on les a, c'est ça. Ils sont tellement ancrés que c'est difficile de passer à travers. Et c'est beaucoup plus difficile, et c'est un peu le rapport que tu faisais avec je trouve, avec d'être progressiste assez inversé, c'est beaucoup plus facile de critiquer la discipline et l'obéissance que de critiquer l'autonomie et le projet. Vous arrivez dans... Qui va être contre l'autonomie de quelqu'un, qui va être contre le projet de quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. Mais on est pris avec ces valeurs-là. Et je le vois dans... Je ne sais pas s'il y a des travailleurs sociaux... Est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux dans la salle? Yes, merci. Les plans, moi je deviens fou avec mes étudiants, les plans d'intervention où, avec des projets partout, les valeurs d'autonomie, etc. Et je vais pas démonter des plans d'intervention ici, mais c'est terrible et mes cours en santé mentale sont une bonne partie pour juste essayer d'avoir une réflexion critique par rapport à ça. Après, parfois ça justifie très bien, mais dépendamment, faut pas le prendre pour acquis. Donc c'est important. C'est ça. Donc on a eu un basculement normatif très important. Il y a pas, je suis pas le seul à dire ça, mais ce passage-là d'un individu discipliné, obéissant, ponctuel, à un individu autonome qui prend des initiatives et au niveau de créatif aussi. Par rapport à ça, cette nouvelle normativité, ce que je vais appeler la nouvelle normativité sociale, en fait, je vole un peu ça à ton collègue Marcelo Otero, mais ce qu'on va appeler cet ensemble de normes-là, d'autonomie, de responsabilité, d'initiative, ont pour moi fragilisé l'individu. C'est un premier lien que je fais. Autrement dit, c'est beaucoup plus difficile, et je le pense sincèrement, d'être un individu aujourd'hui que d'être un individu il y a 60 ou 70 ans. Pourquoi ? Parce que, en fait, on doit aujourd'hui... se construire comme individu, mais par soi-même. Hein, on doit puiser sur ses ressorts internes. Les institutions existent, c'est pas que les institutions ont disparu, mais la norme sociale fait que vous devez davantage vous puiser dans vos propres ressources pour y arriver. Et qu'est-ce qui est extrêmement valorisé, par exemple, aujourd'hui, en travail social ou en psycho, etc. Le travail sur soi. Waouh, c'est extraordinaire, le travail sur soi. C'est extrêmement, je veux dire, personne n'est contre le travail sur soi. Encore une fois, c'est très difficile d'être contre le travail sur soi. Et ça, on est bien dans ces normes-là. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de se construire comme individu social par soi-même. C'est extrêmement difficile. On pourrait revenir dans un environnement plus économique, hein, en constant changement. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui diplômé universitaire aux États, c'était CNET qui disait ça, change en moyenne, quelqu'un qui est diplômé avec un bac va changer en moyenne 5 à 6 fois d'emploi et il y a une chance sur 2 de divorcer. Donc, le système d'avoir un projet constant à long terme n'existe plus socialement, mais nous devons faire toujours des petits projets, se reconstruire à travers ça, ce qui prend une énergie psychique extrêmement importante. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que, bon, alors ça prend pour moi beaucoup d'énergie, donc ça fragilise, puis bon, la dépression fait partie de ça, et fait partie de ça d'autant plus qu'avec la responsabilisation individuelle, ce qui peut expliquer un certain nombre d'échecs va être vu comme ce qu'on va appeler des excuses sociologiques. Il y a eu tout un mouvement ces derniers mois des sociologues qui ont dit, en fait, il y avait le Premier ministre français suite aux attentats de Paris qui a dit « Fini les excuses sociologiques ». Alors là, tous les sociologues ont dit « Bon, c'est quoi cette affaire-là » Les excuses sociologiques, c'est quoi ? Finalement, c'est de dire que quelqu'un est à risque d'avoir de faire de la criminalité, de risque de fumer, le risque de ne pas faire de sport, etc., à cause d'un certain nombre de déterminants sociaux. C'est-à-dire à cause
par exemple, qui, à cause de ce positionnement social, s'il appartient à telle classe sociale, s'il appartient à tel groupe d'âge, etc. On dirait qu'aujourd'hui, tout ce qui peut expliquer un comportement est vu au rang d'excuse. Pourquoi ? Parce que socialement, on a basculé avec cette norme aussi de responsabilité individuelle. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible, et ça, c'est un point important et ça fragilise l'individu. Tout est possible. On va le dire d'ailleurs, vous allez le dire à vos enfants, par exemple, mais t'as tout pour réussir, tu peux faire une maîtrise, un doctorat, etc. Moi, j'avais pas cette chance-là à l'époque. Vous allez dire ça. Waouh, c'est illusoire de penser que tout est possible. Mis à part que c'est comme ça qu'on va réguler la conduite des personnes, et ça a un poids psychique très important. Je dis pas que c'était mieux avant. Je dis juste qu'on a les pathologies qu'on mérite. Est-ce qu'on veut plus d'église, moins de dépression? Moi, je préfère la dépression. C'est mon point de vue. Mais on aura un des deux. Ce qu'il faut, c'est pas avoir les deux en même temps. Donc, c'est le premier lien que je ferai entre le social qui expliquerait les troubles mentaux. L'autre chose par rapport aux les troubles mentaux qui expliqueraient le social, c'est que c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de troubles mentaux peuvent nous indiquer le social par l'inverse. Si on prend l'exemple de la dépression, alors j'avais fait une grosse étude où j'avais en fait demandé aux personnes dépressives quels étaient leurs symptômes. Et leurs symptômes, en fait, donc, étaient exactement l'inverse des exigences contemporaines. Les personnes dépressives, ce qui leur posait problème, c'est qu'ils étaient dépendantes, c'est qu'ils n'avaient pas de projet, c'est qu'ils manquaient d'initiative, c'est qu'ils étaient en panne de fonctionnement, tout ce qu'on demande socialement. Donc les troubles mentaux ont cette capacité de nous indiquer par l'inverse, par la négative, ce qu'on exige socialement. Et ça, c'est pas rien, parce que généralement, c'est extrêmement difficile de voir directement les normes sociales. Pour le projet, j'aurais pu lire énormément de livres sur le projet, mais ça dit toujours la même chose. J'ai arrivé à travailler le concept de projet parce que justement, je suis allé le voir par la négative, par les gens qui n'arrivaient pas à en faire, et comment ça se manifestait chez eux. Donc, c'est une propriété, on va dire, sociologique de ça. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est donc de voir qu'il y a un double lien. Il y a par exemple la société qui peut fragiliser l'individu, puis l'individu, par fragiliser, nous indique aussi ces exigences sociales-là contemporaines. Il y a un lien entre les deux. C'est sûr qu'il y a un lien. On a ce basculement de l'individu discipliné à l'individu autonome, en même temps qu'il y a une explosion de la dépression. C'est sûr qu'il y a un lien. Est-ce que je fais un lien de cause à effet? Non. C'est très complexe de faire un lien de cause à effet en sciences sociales. D'une part, les sociologues ou les personnes en sciences sociales qui le font sont maladroits et auraient dû rester plus longtemps aux études. Je dis ça de façon arrogante. Et deuxièmement, il y a un certain nombre d'autres facteurs. Je veux dire, je suis pas naïf. Il y a aussi la pression des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Il y a aussi le rapport à la douleur, le rapport à la souffrance qui a complètement changé aussi. Il y a l'évolution du DSM que j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'historique du DSM. Je traiterai pas ça, mais il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer ça. Mis à part que je pense que le changement dans les normes sociales a eu un impact significatif. Et c'est l'angle que je prends aujourd'hui. D'ailleurs, l'idée par rapport à la dépression, c'est pas donc qu'elle a été inventée par la normativité sociale, mais bien que, en fait, la dépression pose problème aujourd'hui à cause de ce nouvel ensemble normatif. La dépression pose problème par le manque de projet, le manque d'initiative, le manque d'autonomie dans une société où ces valeurs-là sont importantes. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que la santé mentale, surtout la dépression, elle est définie par une panne de l'action. Puis c'est un peu tautologique parce que comment on définit les troubles mentaux? Bon, par rapport au DSM, un certain nombre de troubles et à un moment vous avez l'échelle de fonctionnement. Très souvent, et c'est un défaut, et c'est vraiment un défaut, je pense, de la santé mentale aujourd'hui, c'est d'avoir pratiquement fait un lien entre la dysfonction sociale et le problème de fonctionnement et la santé mentale. Des fois, vous pouvez intervertir les deux thèmes dans un certain nombre vous pouvez intervertir les deux termes très souvent, c'est-à-dire que vous avez un problème de santé mentale quand ça vous empêche de fonctionner,
comme si vous ne pouviez pas avoir un problème de santé mentale tout en fonctionnant. C'est intéressant, il y a un certain nombre d'ailleurs de psychiatres qui commencent à avoir une réflexivité par rapport à ça, comment concevoir la santé mentale en dehors d'un problème de fonctionnement. Moi, à mon avis, c'est une des pistes aussi à travailler par rapport à ça. En gros, c'est ça pour la dépression. Je vais passer aux addictions, ce que j'appelle les addictions comportementales. Pour les addictions comportementales, alors c'est quoi les addictions comportementales ? Je vous ai dit tantôt, c'est les addictions sans drogue. Moi, j'ai particulièrement étudié l'addiction au sexe, l'addiction au sport, l'addiction au travail, l'addiction au jeu et l'addiction aux achats, l'addiction Internet. J'ai regroupé un peu ces troubles-là. Ce que je trouve ça intéressant, c'est que d'habitude, dans la littérature, ils sont un peu traités de façon séparée. Et d'autre part, il y en a qui sont déjà pratiquement dans le DSM, il y en a qui sont pas du tout dans le DSM. Donc ça me semblait intéressant de voir pourquoi il y en a qui sont diagnostiqués et d'autres pas encore diagnostiqués. Pourquoi il y en a qui sont pathologiques et d'autres pas encore pathologiques. Là aussi, j'en parlerai pas, mais c'était juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Mais je vais vous parler d'autre chose. Mais le problème de l'addiction, il vient bien dans une société où l'autonomie, encore une fois, est très importante. Les problèmes de dépendance viennent dans une société où, c'est ça, où l'autonomie est une valeur sacro-sainte. On ne peut pas comprendre l'inflation des addictions, l'inflation des dépendances, sans le type de société dans laquelle on vit. Encore une fois, il y a toujours eu des problèmes d'addiction, mais elles prennent place aujourd'hui de façon importante dans les débats scientifiques, et vous avez une explosion au cours des dernières années d'articles scientifiques, si vous avez dans Medline ou des choses comme ça, sur les addictions. Vous avez un certain nombre de colloques aux États qui sont en train de se faire sur les addictions de façon incroyable. Je passe mes étés à visiter les colloques aux États-Unis sur les addictions. On a tous un peu nos névroses. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Alors c'est ça, par rapport. Donc on ne peut pas comprendre par rapport à ça. Il y a un critère qui m'a toujours fait rire d'ailleurs par rapport à ça, c'est même la dépendance affective. Je ne sais pas si vous avez déjà été amoureux, mais être amoureux, c'est être dépendant. Mais dans un couple, il faut chacun avoir ses projets et être autonome. Mais je ris, mais c'est presque, il y a des psychologues qui vont vous dire ça, hein, vous ne me croyez pas. Je vous assure que oui. En tout cas, la mienne me dit ça. Mais c'est ça. Alors, ce qui est intéressant avec ces addictions comportementales aussi, c'est les liens qu'on peut faire socialement. L'addiction comportementale au sexe, au travail, au sport, au jeu, etc., ce que j'ai défini, ces addictions comportementales-là, ces addictions sans drogue, ont ceci d'intéressant, c'est que elles sont valorisées quelque part lorsque modérées, et elles deviennent pathologiques à un certain moment. Elles deviennent valorisées. Je veux dire, la santé sexuelle est valorisée. Il y a plein d'articles que vous voyez sur le nombre de rapports qu'il faut avoir par semaine, sur la masturbation, c'est important aussi pour éviter le cancer de prostate chez les hommes, etc., etc., etc. Au niveau du travail, c'est aussi faux. Si vous n'avez pas l'existence sociale passe par le travail. Faux d'ailleurs, et ça aussi c'est assez paradoxal, on pourrait le remettre dans la norme sociale aujourd'hui, mais faut aimer son travail, donner un sens au travail. Moi, mon grand-père était soudeur, il détestait souder, puis le soir il rentrait regarder les arbres. Aujourd'hui, si je vous dis que j'haïs ma job, mais que je suis très bien payé et je suis protégé syndicalement, on va me dire mais t'as pas le droit, t'es professeur d'université, etc. Faut donner un sens à son travail. Et ça, c'est encore une fois nouveau. Si on prend dans le vocabulaire marxiste, c'est le travail et l'aliénation, etc. Aimer son aliénation, ça a quelque chose de schizophrénique. Mais aujourd'hui, il faut donner un sens à son travail. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de travaux qui montrent bien comment ça peut être extrêmement aussi... comment donner un sens à son travail, ça peut être extrêmement difficile. Puis c'est un truc aussi où si on est en haut de l'échelle, ça va bien, mais en bas de l'échelle, c'est beaucoup plus difficile. Au niveau du sport aussi, alors le sport peut être extrêmement valorisé, mais en même temps où l'addiction au sport et touche quand même 3 à 4% des coureurs.
Donc c'est ça, au achat, etc. Donc je trouve ça intéressant. Puis qu'est-ce qui va faire à un moment définir que ces troubles-là vont, pas que ces troubles-là, mais que ces addictions vont devenir des troubles, que ces addictions vont devenir problématiques, c'est au niveau du fonctionnement social. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'addiction au sexe se définit par exemple par, je pense que c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 16 masturbations par jour chez les hommes, ce qui est quand même pas mal. Et bizarrement, c'est moins chez les femmes, mais c'est 14 ou 12. Je vous assure, c'est ça. Et donc, ça, c'est un problème de fonctionnement. Pour le travail, ça va être de ramener trop de travail chez soi, de ne pas pouvoir s'arrêter, alors que quand même, de ramener le travail chez soi minimalement, c'est quelque chose où on va vous exiger socialement. Et on le fait tous. Et donc, là aussi, c'est intéressant, c'est de voir que le fonctionnement social va être défini par qui ? Va être défini généralement parce que qu'est-ce qui diagnostique ? Ce sont les psychiatres. C'est les psychiatres qui vont avoir le mot sur le fonctionnement social, de le définir. Or, le fonctionnement social, qui est-ce qui peut définir si on fonctionne socialement ou pas ? Pratiquement tout le monde, sauf les psychiatres. Ça va être les sociologues, les travailleurs sociaux, etc. Et c'est une lutte, à mon avis, une lutte politique sur laquelle qu'on doit prendre en compte. On le fait, à mon avis, rarement. Si j'ai 5 minutes, je vais sauter à quelques points de conclusion rapides. J'ai fait vraiment un tour rapide. C'est ça. Je suis minimalement un peu plus... je suis beaucoup moins pessimiste qu'Éric dans la vie, je pense, premièrement. Plus drôle aussi, mais... ça va avec ça. Mais en fait, comme je suis prof en travail social, en général, quand je donne un cours, dans les 15 dernières minutes, ça va être « Monsieur, qu'est-ce qu'on fait en stage avec ça et qu'est-ce que je fais dans la vie avec ça ?» Et en tant que sociologue, je pensais échapper, puis bon, au bout de 10 ans, j'ai fait ok, non, j'y échapperai jamais. Alors, on fera pas de plan d'intervention ensemble, mais à part que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de points qui sont importants. J'en prendrai peut-être 4. La première, c'est de pas considérer les normes sociales comme allant de soi, comme naturelles, et d'avoir toujours un esprit critique par rapport à ça. Alors, je vous ai parlé du projet, qui est, à mon avis, une norme sur laquelle il faut... Et c'est beaucoup plus, d'ailleurs, facile d'avoir un projet quand on est en haut de l'échelle. Les 1%, c'est très facile d'avoir des projets. Moi aussi, j'aurais plein de projets. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile d'avoir des projets quand on ne sait pas comment on va payer son loyer, etc. Et qu'on est aux prises avec la vie quotidienne. Et... D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai une de mes étudiantes qui a fait sa thèse de doctorat sur les personnes qui ont des troubles mentaux persistants et sévères, graves et sévères, en Outaouais. Et ce qu'elle a très bien montré, c'est que c'est une logique de 24 heures. C'est une logique de 24 heures. C'est-à-dire que même les intervenants vont dire, bon, demain, tu fais quoi ? Demain, tu fais quoi ? Le projet se limite se limite toujours en 24 heures. Donc, exiger du projet tout le temps, c'est aussi peut-être contribuer toujours à fragiliser l'individu. Donc, d'avoir ce recul-là. Avoir ce recul aussi sur l'autonomisation. On parle beaucoup d'empowerment, par exemple, en travail social, comme si ce concept-là ne pouvait pas non plus être critiqué. Il y a un certain nombre de travaux qui se sont faits, en particulier qui sont issus du féminisme pour critiquer ce concept-là, mais c'est aussi intéressant de prendre du recul par rapport à tout ça. Le deuxième point, c'est que c'est pas parce qu'un trouble s'explique socialement, comme la dépression que j'ai un peu fait, l'anxiété par exemple, qui est très liée à la dépression, à tel point qu'on va parler d'anxio-dépression aujourd'hui, c'est pas parce que ces troubles-là ont un succès social que les gens souffrent pas individuellement. C'est important. Parce que des fois, il y a des philosophes ou des sociologues qui vont vous expliquer que tout ça est en lien avec la société, etc., et qu'on donne trop de médicaments et tout ça, et que t'es jamais intervenu, tu sais pas ce que c'est d'avoir une personne en face de toi qui souffre, donc tais-toi. Le troisième point, c'est de ne pas avoir justement un point de vue, et je vous dis ça, c'est surtout pour mes étudiants, mais vous n'êtes pas mes étudiants, mais c'est de ne pas avoir un point de vue moral sur la médication.
quand je demande, mes étudiants disent ah mais c'est quoi les problèmes en santé mentale, ils me disent tous les gens on les médicamente trop. Moi je suis toujours étonné, je ne sais pas leur formation pour dire qu'ils sont trop médicamentés, mais la première chose que je leur demande c'est pourquoi ça pose problème. Ils me disent ça rend les gens dépendants. Directement à la norme d'autonomie, je leur dis bon ça c'est pas un argument. Qu'est-ce qui est mieux ? Le travail sur soi, faire une psychothérapie, etc. Ça renvoie toujours aux normes. Alors, mettre en perspective par rapport à ça, et puis, si les personnes, moi je dis toujours, si la personne est bien avec ses médicaments, ne la fais pas chier. Et le dernier point, et vraiment, et quand je dis ça dans les associations, dans les groupes de patients, etc., je me fais toujours allumer, mais... De toute façon, ils ne m'invitent plus. C'est de dire que les troubles mentaux ne sont pas des maladies comme les autres, et ça ne sera jamais des maladies comme les autres. On avait, dans les années 90, on appelait la dépression le diabète mental. Magnifique expression. Avec toute cette prégnance qu'on a d'essayer de trouver tel gène et tel les études de Tremblay à Montréal, à l'UDM, sont hyper financées par rapport à ça, le gène de l'indélinquance, etc., de trouver... Le jour où on arrivera à démontrer que les maladies mentales sont des maladies comme les autres, toute la part du social n'existera plus, on n'aura plus possibilité d'avoir une réflexion sur le monde qui nous entoure et on sera bien avancé. Donc le fait que les travaux de Dorville, par exemple, à l'UQAM ont très bien montré ça, mais la part de stigmatisation, la part du social qui existe entre des troubles qui apparaissent et disparaissent, fait que les troubles mentaux ne sont pas des troubles, des maladies comme les autres. Puis j'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, M. Moreau. Effectivement, des normes de plus en plus élevées qui fragilisent, mais également qui font en sorte que de plus en plus de personnes exclues de la société. Et ça me fait penser, récemment, j'avais une discussion avec des personnes itinérantes dans le cadre d'un projet, évidemment. Et elles-mêmes le formulaient comme ça. Les normes sont tellement élevées maintenant, les exigences envers les individus, la barre est trop haute pour nous. Et on n'est pas capable de répondre aux exigences. Enfin, je trouvais ça intéressant.